D'abord, merci à Lynn et à la chaire, ou à la chaire Lynn, de m'avoir invitée, c'est selon, pour présenter en fait un projet de recherche que je mène depuis maintenant 3 ans sur la réalité des athlètes LGBT dans le sport canadien, dans le système sportif canadien. Et je veux reconnaître aussi le travail de Camille Michon, qui est une étudiante à la maîtrise avec moi et qui est vraiment est dans les données par-dessus les oreilles à ce temps-ci. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu où on est rendu dans le projet. Alors, je vais d'abord situer un petit peu le contexte de l'étude, ne sachant pas si vous connaissez bien notre système sportif québécois ou canadien. On donne ce cours-là à Laval, puis c'est une brique qui pèse de même, tellement que c'est simple, notre système sportif, nos systèmes sportifs. Les résultats, on va en parler pour les athlètes LGB et les athlètes T, donc vraiment tout ce qui touche l'orientation sexuelle en tant que telle, mais aussi l'identité de genre. Finalement, on va embarquer sur la LGBT-phobie en tant que telle, alors autant comment elle est vécue, comment elle est perçue par les athlètes eux-mêmes. J'ai une partie, on a commencé à analyser les données qualitatives et pour ceux qui font du qualitatif, vous savez ce que ça veut dire. Alors, ça va être quelques bribes de qualitatif parce que là, on nage là-dedans en ce moment. Et je vais quand même terminer avec, si on veut faire en sorte que notre système sportif soit plus inclusif et accueillant face à la diversité, est-ce qu'il y a des pistes, mais surtout, qu'est-ce que les athlètes nous disent qui pourrait être fait pour que le milieu sportif soit plus ouvert. Alors là, avant de commencer, je fais toujours ça dans mes conférences, évidemment, de mettre votre téléphone sur vibration. Mais surtout, vous avez besoin de votre téléphone, je vous donne la permission. Parce que, est-ce que vous avez tous un appareil avec vous? C'est le temps, ouvrez-le pour vrai, puis allez sur slido.com, slido.com. C'est rare qu'on nous permet ça. Bien, c'est ça, je me suis dit, ils vont être tellement contents. Je vais te passer mon téléphone parce que je pose des questions. Mais tu vas juste avoir à cocher la réponse. C'est bon, ça? Si tu es capable de lire, tu vas être correct. Attends 2 secondes. Alors, quand vous serez sur slido.com, normalement, vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ça, où on va vous demander de vous joindre à un événement que j'ai appelé UQAM 4 octobre 2017, mais vous devez rentrer le code suivant, W823. Alors, sur slido.com, on rentre W823. Et normalement, si vous avez un cellulaire, ça devrait ressembler à ça. Ça va être écrit UQAM 4 octobre. Et là, vous devez cliquer sur Poll, en fait, sur les questionnaires. Et je vais donc vous demander par la suite de répondre à la question qui va apparaître à votre écran. Quel est votre niveau de connaissance de la recherche sur les athlètes LGBT? Et là, ce qui est le fun quand on est une grosse gang, évidemment, c'est que là, on voit apparaître collectivement les résultats des gens en direct. Alors, puis moi, ça me donne une idée tout de suite où est-ce qu'on est. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que là, il y a 8 personnes qui ont répondu, 10, c'est bon. Alors là, je vois que vous en connaissez peu, fait que moi, ça m'aide déjà de dire, bon, mais il y a des choses qu'il va falloir que je précise peut-être ou que j'assume pas que tout le monde comprend qu'est-ce qui se passe dans le sport au Canada. Alors, dans le courant de la présentation, il va y en avoir quelques questions comme ça. Fait que ça nous donne... alors, quand on est un grand groupe, c'est le fun parce que tu peux avoir assez rapidement aussi l'input des gens. Puis, slido.com, c'est gratuit là, jusqu'à un certain nombre, là, mais en tout cas, si ça vous tente, moi, je l'adore, celui-là. Fait qu'on va en faire quelques-uns pendant le courant de la journée. Alors, je vois que votre connaissance, elle est faible ou très faible. Fait qu'on va, puis en fait, je pourrais la reposer à la fin en disant, ah, bien là, je suis moins nounoune. Alors, on verra. Alors, le Slido, on va y revenir pendant la présentation. Alors, le projet. Alors, à ce jour, j'ai juste 1008 répondants, puis on est très... c'est un défi, puis je suis sûre qu'on pourrait avoir certainement des séminaires de partage du défi de rejoindre les populations qu'on veut étudier, dans notre cas,
dans mon cas en particulier, les athlètes LGBT, avec tous les enjeux qu'il y a autour du coming out en sport en particulier, qu'on va voir aussi, si je vous demandais spontanément, est-ce que vous connaissez des athlètes qui sont ouvertement out, LGB? Il y a quelques noms, des fois, Charline Labonté, par exemple, au hockey, où là, elle a fait son coming out et elle est maintenant une personne publique qui en parle et qui va défendre cette cause-là. Mais en sport, c'est encore pas mal invisible. Et l'invisibilité, en fait, on va voir, les athlètes vont parler des enjeux par rapport à la sélection sur les équipes, à être même discriminés de la part de l'entraîneur. Donc, il va y avoir, il y a beaucoup d'enjeux face au coming out, comme il y en a pour plusieurs personnes. Si vous aimez mieux vous mettre plus au centre pour pas... vous avez l'air en pénitence, dans le fond, là. Alors, notre premier défi, ça a été de nous rendre jusqu'aux athlètes parce que ça n'existe pas des listes d'athlètes. Alors, en fait, celles qui existent, évidemment, les gens ne les distribuent pas. Si moi, je suis responsable des sports dans un cégep, c'est pas parce que Guylaine Demers, chercheuse, elle me demande la liste de mes athlètes qui m'a donne. Alors, un de mes défis, c'était j'ai beaucoup d'intermédiaires avant de me rendre jusqu'aux athlètes. Et notre dernier putsch, c'est Facebook. Et là, il y a eu un petit boost. Et là, ce que je vise, c'est d'avoir au moins 5 000 athlètes. Là, je suis au Canada. Là. Au Canada, j'ai à peu près un bassin de 25 000 athlètes. Je vise surtout les athlètes collégiaux universitaires parce que c'est des réseaux structurés et j'ai un accès par la structure. Mais actuellement, j'ai juste 1008 répondants. Puis je suis bien... Alors que la semaine passée, j'ai présenté, puis il y a des collègues qui disaient « Ah, t'en as 1000, comment t'as fait? » Bien là, comment j'ai fait? Là, j'en ai juste 304 qui sont non hétérosexuels, donc qui s'identifient comme tels. Mais bon, fait que c'est pour ça que j'ai mis ma petite pointe ici, là, parce que je ne suis pas tout à fait à Yahoo, puis pas trop déprimée. Mais en tout cas, fait que là, on est encore dans le recrutement des athlètes. Alors ça, c'est le contexte. Et je passe, puis anecdote, quand j'ai rencontré des organisations multisports, parce que quand j'ai commencé le projet de recherche, j'avais visé 2 organisations principales canadiennes, donc Sport universitaire canadien et l'Association canadienne de sport collégial. Je connaissais les dirigeants, je les ai rencontrés, puis moi, je pensais que cette première étape-là, c'était le beurre dans le poêle. Eh bien, l'association collégiale, ça a été un non. Le conseil d'administration n'a pas accepté qu'on passe le questionnaire à leurs athlètes. J'ai dit « Ah bon? » Fait que ça, j'ai été déculottée en partant. Et au niveau du sport universitaire, il faut vraiment que je vous raconte ce qui s'est passé. Je connaissais le dirigeant à l'époque, le directeur général, ce n'est plus lui, puis je le connaissais assez bien. Fait qu'on a un dîner ensemble, on s'assoit, j'y explique... et ça faisait pas tellement longtemps qu'il avait été nommé. Et là, on est en train de dîner, puis j'explique le projet, tout ça. Puis, alors là, il m'explique que la semaine précédente, comme il venait d'être nommé, la directrice générale de l'Association canadienne Femmes et Sport avait été le rencontrer pour dire, bien, on est prêt à travailler avec vous, tu sais, parce qu'il y avait toujours une bonne collaboration pour voir comment l'Association canadienne peut vous aider. Alors moi, je suis là, puis je présente mon projet. Et je vous jure, ce qui s'est passé, il dit, bien là, c'est parce que là, j'ai les femmes qui sont venues me voir la semaine passée. Fait que là, il dit, il faut que je commence à parler des musulmans, puis des femmes, puis de vous autres, là, parce qu'il savait que je suis lesbienne. Puis c'est ça qu'il a dit textuellement. Puis vous autres, là, moi, la mâchoire m'a décroché. Fait que bref, ça n'a pas passé là non plus. Alors là, plan B, au lieu de passer par les organisations, je passe par les responsables de sport directement, donc les coordonnateurs des programmes d'excellence. Et la réception a été mitigée. J'en ai pas beaucoup qui m'ont répondu. Au Québec, ça a été plus facile parce que je suis allée voir les gens, puis les gens, j'en connais quand même pas mal. Puis au Québec, on a eu une assez bonne réponse, mais au niveau canadien, ça a été... Puis la semaine passée, je suis allée à l'Université de Toronto rencontrer la coordonnatrice des sports interuniversitaires et qui, c'est une de celles vraiment qui est très proactive, qui pousse pour que le sport universitaire ait des politiques pour les athlètes trans, qui commence maintenant vraiment à être plus visible et à demander aussi à vouloir participer comme les autres athlètes. Et elle me pose... Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai eu une réponse un petit peu décevante, là. Mais elle dit, prends-les pas nécessairement négativement. Fait qu'elle me pose la question, elle dit,
Juste de même, là, donne-moi un chiffre, tu penses que je reçois combien de demandes pour des projets de recherche comme ça par année? Je sais pas, moi j'ai dit 15-20. 637 qu'elle a reçues l'année passée. 637 demandes. Là, j'ai fait OK. Je ne suis pas toute seule, c'est clair. Fait que ça, c'est un autre défi, c'est même si j'ai accès à ces personnes-là, dans le tas de ce qu'ils et elles ont à gérer, le projet de recherche, d'habitude, ce n'est pas une priorité, mettons. Tu sais, fait que là, mon espoir, c'est que pour elles, c'est tellement actuellement un volet qui est extrêmement important qu'elle-même va pousser le projet auprès de ses collègues de sport universitaire canadien en leur disant, puis là, c'est sûr que si c'est elle qui leur écrit, bien, ils vont lire son courriel. Guylaine Demers, oui, il y en a quelques-uns qui me connaissent, mais les autres, francophones en plus, tu sais. Bref. Alors là, j'espère, mais ce que je me rends compte, c'est une des choses que j'apprends, c'est ce défi de se rendre jusqu'aux athlètes. Puis je me rappelle, c'est il y a 2 ans, j'avais présenté à l'ACFAS, puis j'avais présenté justement le fait qu'entre autres, j'avais pas de gay. Il n'y a pas un mot de gay qui répondait à mon questionnaire. J'avais des lesbiennes puis pas de gay. Puis là, j'étais là, c'est toujours bien pas parce qu'il n'y a pas de gay en sport, là. Come on! Fait que, et là, je me rappelle, il y a un journaliste qui était là, puis là, ça avait passé dans la presse plus. Puis là, tout à coup, je m'étais mis à avoir des réponses, mais c'était vraiment les ligues gays. Puis c'était des gars de 35, 40, 50 ans. Super, les gars, mais c'est pas vous autres que je vais entendre, c'est les jeunes. Tu sais, c'est parce que là... fait que là, il était là, mais oui, mais il y en a des gays. Je le sais qu'il y en a des gays en sport, je suis pas folle. Je le sais qu'il y en a, mais bon, fait que ça, c'est... Alors, ça, pour moi, ça demeure vraiment un enjeu. Et évidemment, tu sais, on a beau prendre nos précautions, leur dire que c'est anonyme, etc. Je sais que les athlètes ont une certaine crainte que ça se sache. Et c'est pour ça aussi que je ne m'en vais pas dans les équipes pour dire, bon, bien, OK, on passe un petit questionnaire. Alors, c'est vraiment sensible. Alors, c'est le contexte de l'étude. Puis à la fin de la présentation, j'ai laissé les 2 liens web pour aller répondre au sondage. Fait que je me dis, plus il y a de gens qui diffusent, plus on a de chances que ça se rende aux athlètes et qu'ils répondent à notre questionnaire. Donc, c'est le premier volet. Puis par la suite, dans ceux qui ont répondu, on demande s'il y en a qui veulent passer des entrevues. Et là, à ce moment-ci, on est en train de faire des entrevues parce que moi, je suis vraiment qualitative. Mais à un moment donné, c'est le fun aussi d'avoir le portrait plus global, puis que je sais que les politiciens, quand on veut de l'argent, qu'on veut quelque chose, ça lui prend des chiffres. C'est chiffres. Si j'ai 3 entrevues, c'est le fun, là, mais si j'en ai 5000 qui disent quelque chose, là, on a une voix, on a un levier. Alors, je suis très consciente de ça. Alors, pour les 1008 athlètes qui ont répondu, ça aussi, depuis le début de ce projet-là, j'ai toujours plus de filles qui répondent que de gars. Fait que ça, c'est... Et on a 15 athlètes trans qui ont répondu, pas à tout le questionnaire. Il y en a qui ont arrêté en cours de route, mais il y en a 5 qui ont accepté de passer des entrevues. Fait qu'on commence la semaine prochaine. On est vraiment, vraiment excités de ça. Et un aspect aussi qu'on est vraiment contente, c'est l'âge des répondants. En 2015, le sirop que le temps va vite, en 2015, il y a une étude internationale, Out on the Fields, qui a été publiée, qui était vraiment une première étude internationale à large échantillonnage. Il y avait, mon Dieu, comme 9 000, presque 10 000 athlètes qui ont répondu. J'étais une des chercheurs associées comme consultante dans le projet. Et cette étude-là, elle s'est faite un petit peu blaster par certains spécialistes, chercheurs renommés, en fait, dans le monde du sport par rapport au LGBT, par rapport au fait que les gens, la majorité des athlètes qui ont répondu étaient genre 30 ans et plus. Et ce qui fait que, évidemment, dans ce sondage-là, les chiffres étaient assez astronomiques par rapport à la quantité d'homophobie qu'il y avait dans le monde du sport, LGBT-phobie, en fait, qu'il y avait, autant du côté du sport féminin, masculin, individuel, collectif, peu importe, c'était très présent. Puis au Canada, on a 1100 athlètes qui avaient répondu. Et quand l'étude est sortie, bien, il y a eu des critiques assez cinglantes en disant, bien, faites attention quand vous parlez des résultats, parce qu'il faut être nuancé, parce qu'on n'est pas con, là, on le sait que ça a évolué quand même, là.
moi j'ai 53 ans, là. Quand je jouais à l'université là, en 1983, là, j'étais pas dans le closet à peu près, là. J'étais vraiment dans le closet, là. Je veux dire, tu veux même pas qu'il y ait un soupçon que quelqu'un pense que, là, tu sais. Puis les filles qui ont joué avec moi, qui étaient lesbiennes, on avait tout un chum, c'est clair, là. T'sais, voyons, c'était le cover, là, big time. C'est sûr qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, ça a changé, heureusement. Mais on va voir que malgré les avancées, les jeunes qui sont au collégial et à l'université nous disent qu'il y en a encore. Fait qu'au moins, ce volet-là, on a essayé de s'assurer qu'on allait toucher les jeunes. Quand on regarde l'orientation sexuelle, donc 68 de nos répondants, comme je disais, sur les 1008, il y en a 304 qui sont identifiés comme non hétérosexuels. Alors, ça varie de homo, bi, asexuel, pansexuel et autres. Et autres, c'est souvent des gens qui veulent juste dire « je ne veux pas d'étiquette, je refuse les étiquettes et je coche pas rien de ça ». Mais on avait quand même 32 donc, qui s'identifient comme non hétérosexuels. Par rapport à l'identité de genre, alors il y en a 84 qui s'identifient comme cisgenre, mais le 16 autres, c'est la répartition. Alors, la plus grande majorité vont s'identifier comme queer, mais il y en a plusieurs qui s'identifient comme autres. Et là, dans autres, j'avais des réponses comme genre fluide, non-binaire, je suis une femme masculine, sans genre, demi-girl. Fait que là, il y avait plein d'autres termes qui sortaient, ce qui fait qu'on voit que l'étiquetage, les gens sont sensibles à ça, d'avoir pourquoi ça nous prend absolument une étiquette. Donc, dans autres, ça ressortait. Puis, en passant, si en cours de route, vous avez des questions, vous pouvez me faire signe. Des fois, je m'emballe puis je parle vite. Je pensais que j'avais pas assez de ça pour 45 minutes, puis c'est clair, je vais en avoir trop. C'est un classique. Alors, ça, c'est vraiment notre population qu'on a étudiée à ce jour. Maintenant, on leur a demandé comment, et là, je tombe dans uniquement les 304 qui s'identifient comme non hétérosexuels. Alors, quand on leur a demandé comment ils expriment leur orientation sexuelle, alors ce qui ressort, 24 ces personnes qu'ils connaissent, ils sont complètement cachés, donc il n'y a personne dans l'équipe. Alors là, je suis toujours dans le contexte sportif. Alors, les questions qu'on posait, c'était toujours moi par rapport à mon équipe. Et même si je suis dans un sport individuel, on a une équipe d'entraînement. Si je suis en badminton, on est une équipe de badminton. Alors oui, c'est un sport individuel, mais le concept d'équipe tient la route aussi pour les athlètes en sport individuel comme en sport collectif. Et donc, il y a 24 des jeunes qui nous ont dit qu'il n'y a personne qui le sait dans l'équipe. Juste le coach, c'est 2 Des fois, il y a un ou deux coéquipières qui sont informés. L'équipe et le coach, puis tout le monde, c'est 48 Alors oui, il y a une avancée. Il y a quand même un athlète sur deux qui dit tout le monde dans l'équipe le sait, c'est pas caché, c'est là, c'est présent. Mais ça reste toujours bien qu'il y en a un sur deux aussi qui garde ça relativement caché, relativement secret. Par rapport à l'expression comment je l'exprime. Alors là, l'autre, c'est qui la connaît, puis comment je l'exprime. Moi, j'ai été aussi de dire que je fais semblant d'être hétéro. Puis ça, c'est comme moi il y a 30 ans. Fait que ça m'interpelle beaucoup. Fait qu'il y a quand même 37 soit qui se gardent cachés, donc ils ne parlent pas, en fait, de leur orientation sexuelle, ou qui prétendent être hétéros. On a quand même 37 pour qui c'est explicite. Donc, ils expriment explicitement le fait qu'ils soient homosexuels. Donc, ça aussi, on voit qu'il y a une amélioration versus les études déjà qu'il y a 15 ou il y a 20 ans. Mais on voit qu'il y a quand même un problème où des jeunes de 18-19 ans disent non, moi, je m'invente un chum ou je m'invente une blonde ou je fais juste pas en parler, c'est caché. Et ça, en 2013, une des études que j'avais fait avec Bianca Viel, où on avait en fait ressorti cette espèce de processus d'affirmation de son orientation sexuelle. Puis je ne pense pas que ça soit exclusif au sport, mais ce qui ressortait, c'est qu'on était soit très caché ou on prétendait qu'on était hétéro jusqu'à implicite. Il y a quelques personnes qui le savent. On le sait, mais on n'en parle pas. Ça, c'est très fréquent. Alors, c'est là, mais
sais, c'est comme ça flotte au-dessus, là, mais the elephant in the room, là, c'est là, mais on n'en parle pas. Ou c'est explicite, on va en parler à l'intérieur de l'équipe. Et quand ça devient public, c'est que ça sort aussi à l'extérieur de l'équipe. Parce que dans les études antérieures aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que d'être à l'intérieur de ton équipe, quand c'est explicite, donc ton orientation est connue, puis on va en parler, puis on peut même faire des jokes autour de ça, mais elle est conditionnelle. Si on est du côté des femmes, ce coming out-là doit rester à l'intérieur de l'équipe parce qu'on ne veut pas que l'équipe soit identifiée comme une équipe de lesbiennes. Alors oui, quand on est ensemble, c'est cool, mais si on sort, montre-les pas trop. T'sais, on ne veut pas que ce soit que notre équipe, en fait, ça rejaillisse de façon négative. Alors que du côté des gars, il n'y a pas beaucoup d'explicite. Vraiment pas beaucoup. Les gars sont vraiment sur le frein énormément. Et ce qu'on a identifié dans notre étude actuelle et qui s'était validé par notre étude de 2013, c'est que le coming out, il est sélectif. Alors, on va voir un petit peu plus loin dans la présentation des citations d'athlètes qui vont nous dire qu'ils choisissent très, très minutieusement à qui ils vont décider d'en parler et à quel moment. Alors, des fois, effectivement, ça peut être le coach, la première personne, puis ma famille ne le sait même pas. Des fois, c'est le contraire, ma famille le sait, mais dans mon environnement sportif, il n'y a personne. Alors, il y a vraiment, ça, c'est une mosaïque, et il n'y a pas un athlète qui est pareil, mais elle est vraiment, c'est vraiment minutieux la façon dont on décide à quel moment et à qui je vais décider de faire mon coming out. Là, on a demandé aux athlètes, qu'est-ce qui fait qu'ils sont out? Parce qu'on veut comprendre. Moi, ma passion en recherche, là, je ne suis pas une vraie chercheure en passant, là, mais ma passion en recherche, c'est d'arriver sur le terrain. Puis de dire là, il faut avec ce qu'on a appris, il faut que je chante, que ça change de quoi, sinon pourquoi qu'on en fait de la recherche? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une vraie, là, mais en statistique, je ne suis pas bonne, fait que c'est comme, ça veut dire que je ne suis pas une vraie chercheure. Alors, on leur a demandé, et à la fois pour les trans et les athlètes LGB, c'est les mêmes raisons qui sont sorties dans le même ordre. Alors, la première raison pour les deux, c'est que je suis bien avec moi-même. Fait que si moi, je suis bien avec moi-même, mon coming out est facilité. La deuxième raison, c'est la culture de l'équipe. Alors, la culture est ouverte. Et des fois, on le sait avant d'arriver dans une équipe, ou des fois, c'est une fois qu'on est dedans, on entend, parce que dans les vestiaires, il se dit toutes sortes de choses qui restent supposément dans l'équipe. Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Mais là, on apprend beaucoup sur la dynamique d'équipe. Et comme personne LGBT, on est très sensible à ce discours-là à l'intérieur de l'équipe pour dire c'est-tu ouvert ou c'est pas ouvert, ou j'arrive dans une équipe, puis il y a déjà 2 athlètes qui sont out, puis tout le monde n'en fait pas de cas. Alors, le deuxième point, c'est vraiment la culture de l'équipe. Le troisième, qui rejoint un peu la culture, mais c'est le fait qu'il n'y en a pas de commentaires ou très, très peu. Fait que, tu sais, d'être dans une pratique puis de dire as-tu fini de faire ta tapette, asti, là, tu vas-tu? Ah non, je suis enregistrée. Ça y est. Il va y avoir des bips quand je fais des affaires de même. Alors, il y a rarement de commentaires. Il y en a vraiment très, très peu. Et finalement, le dernier point, puis je n'avais pas mesuré cet impact-là, mais le fait qu'il y a des athlètes d'élite dans mon sport qui sont LGBT. Ça veut dire que moi, je suis, si on regarde la plupart de nos répondants, je suis athlète collégiale universitaire. Et il y en a peut-être là-dedans qui se destinent dans nos équipes juniors nationales ou les équipes nationales. Puis là, si j'arrive, je dis « Hé, Crick, as-tu vu Connor en gymnastique? Il est out, puis tu sais, il en parle, puis c'est un des porte-paroles du Comité olympique canadien. » Comme « Wow! » Alors ça aussi, ça me rassure et ça m'aide pour faire mon coming out. Slido. Aha! Alors là, je vais vous lâcher ça. Ce ne sera pas long, il faut que je le mette à on. Tadam, tadam. Admin. Et là, j'ai besoin de mes lunettes. C'est écrit en minuscule, ça, cette affaire-là. Plus que minuscule. Alors, deuxième pôle est actif. À vous la parole. Pourquoi les athlètes cachent-ils leur orientation selon vous? Puis je pense que je vous ai donné le droit à 2 options, mais vous pouvez l'essayer. Si vous cliquez à 2 places, puis ça marche, parce que j'en ai donné 2, puis ça ne marche pas à 2 places, parce qu'il faut en choisir rien qu'une. Oui? C'est W. Oui, OK. Alors, très bon point. Je vais revenir sur
ici même. Alors, vous allez en fait sur slido.com et quand vous allez arriver sur la page, on va vous demander un code pour joindre un événement et notre code, c'est W823. Quand il va être entré, vous allez avoir cette page-là et vous devez cliquer sur Pause, sur Sondage, en fait. C'est une réponse. C'est une réponse, merci Lynn. Alors, vous avez le droit à une réponse. Est-ce que ça va pour les derniers arrivés? Si vous avez des problèmes, vous avez juste à faire signe. Alors, qu'avez-vous à dire? Alors, on a 11 personnes qui ont répondu. Alors, je ne crois pas que ce sera accepté par mon équipe. Je crains de perdre ma place. Et moi, j'aime assez ça, ce gugus-là. J'aime ça au bout. Alors, on en a 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Alors, ce qui ressort, c'est d'abord, ça ne serait pas accepté par mon équipe. Je crains de perdre ma place. Ce sont vraiment vos deux premières réponses. On va aller voir ce que disent nos athlètes. Il n'y a pas de temps de là. Alors là, j'étais rendue... Ah oui, j'étais rendue plus loin, là, ce ne sera pas long. Alors, le pôle numéro 2, les athlètes LGB. La première raison, ma famille ne le sait pas. Alors, parce que ma famille ne le sait pas, j'ai très peur de, si j'en parle dans l'équipe, puis ça finit par se savoir, parce qu'on sait que dans les événements sportifs, les parents sont très souvent présents. Les athlètes nous en parlent. Alors ça, c'est vraiment le premier point qui ressort. La deuxième, ils disent, bien, je ne sens juste pas le besoin d'en parler. Puis là, c'est le genre de statistique où là, j'ai hâte d'aller en entrevue. Pourquoi je ne sens pas le besoin d'en parler? Est-ce que c'est parce qu'à quelque part, j'ai une petite appréhension parce que je sens que finalement, ça écœure les autres plus que d'autres choses? Donc ça, je veux aller creuser là-dessus. Mais effectivement, le fait que j'ai peur que ça ne soit pas accepté, ça ressort. Alors là-dessus, vous aviez raison. Et d'être discriminé de la part de l'entraîneur. Et cette discrimination, elle peut s'exprimer de différentes façons. Entre autres, les athlètes nous disaient « j'ai moins de temps de jeu » ou des athlètes qui ne sont pas sélectionnés, qui ne font pas la première équipe, mais qui vont faire l'équipe B, mettons, la deuxième équipe. Alors ça faisait partie des raisons pourquoi on cache notre orientation sexuelle. Maintenant, on a demandé aux athlètes trans qui cachent leur identité, la même chose, pourquoi ils le font. Et la première réponse, c'est « je crains de perdre ma place dans l'équipe ». Et cette réponse-là, on l'observe beaucoup pour les athlètes, pour les femmes trans, parce que lorsqu'on passe male to female, alors en sport, avec notre fameuse vision que la norme, c'est le sport masculin, puis les gars, ils sont nécessairement meilleurs que les filles. Alors si je suis une femme trans, c'est sûr que c'est un avantage indu pour cette équipe-là. Et ce qui fait que si on avait juste là, des athlètes, des hommes trans, là, parce que là, si tu es une femme avant, c'est sûr qu'elle ne sera jamais assez forte. Ce n'est pas un avantage, c'est clair. Mais c'est absolument pas ça. Mais bref, c'est dans la croyance des gens. Alors, je crains de perdre ma place. Je ne crois pas que ce serait accepté par mes adversaires. Donc, ce fameux avantage. Et actuellement, la semaine passée, quand je suis allée parler avec la responsable des sports à l'Université de Toronto, c'est exactement ça. Elle a une jeune femme trans qui joue au volleyball et elle mesure 6 pieds 8. Mais elle n'est vraiment pas si bonne que ça. Tu sais, le coach, elle ne savait même pas si elle ferait l'équipe parce qu'elle a vraiment du retard puis des choses à faire. Mais là, c'est parti dans le réseau, là. Puis là, déjà, il y a des universités qui chialent puis qui se plaignent que ça va être un avantage. Puis ils ne l'ont même pas vu, là. Ils n'ont même pas... puis déjà, ça fait des vagues. Fait qu'on n'est pas... ça n'a pas commencé. Bon, le troisième point aussi, la discrimination des entraîneurs. Et finalement, le dernier, que je n'éprouve pas le besoin de révéler mon identité.
Alors ça, c'est les raisons que les athlètes nous ont données. Maintenant, on est allé voir l'étape d'après, c'est les contextes qui sont propices. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des contextes où on sent, où on perçoit que la LGBT-phobie elle est plus grande ou non? Alors, dans les questions qu'on leur a posées, puis les questions sont basées en fait sur la recherche actuelle. Et la première, c'est que la LGBT-phobie serait plus présente dans le sport féminin que le sport masculin. Donc, les études nous disent ça, puis les athlètes confirment aussi en disant, oui, effectivement, on trouve que c'est plus présent du côté du sport masculin que du côté du sport féminin. Encore une fois, c'est beaucoup par rapport à l'acceptation à l'intérieur même des équipes où les gays sentent une pression très, très forte parce que dans les vestiaires masculins, il y a souvent, disons, une culture très misogyne, très homophobe. On rit des femmes, on rit des tapettes, là, c'est un classique, là, ça va ensemble. Et même, ça va parfois jusqu'à même faire la promotion de la culture du viol dans certaines équipes. Alors, c'est vraiment... les athlètes nous disent, nous aussi, on perçoit que c'est plus présent du côté du sport masculin que féminin. Les athlètes aussi nous disent que c'est plus fort quand on est à l'école secondaire que quand on arrive collégial universitaire. Alors, vraiment, les années à l'adolescence, puis on n'est pas surpris quand on regarde les études de Lynn, entre autres, qui ont été faites. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ma collègue Sylvie Parent, elle vient de terminer un gros projet de recherche. On a à peu près ça, 1000 jeunes secondaires qui ont répondu, mais c'est sur la violence dans les sports à l'école. Et là, on va avoir accès aux données des jeunes qui s'identifient comme LGBT par rapport à la violence. Fait que là, on va essayer de faire ce continuum-là, même si ce n'est pas les mêmes questions, mais il y a quand même, je pense que ça va nous permettre de venir effectivement confirmer la violence qui se passe, puis quelle forme elle prend aussi, cette violence-là, pour les jeunes athlètes LGBT. Mais les athlètes nous disent, oui, on confirme, en fait, on perçoit que c'est pire au secondaire qu'au collégial et à l'université. Et l'autre qui m'a étonnée, c'est que on entend souvent dire que la société est plus ouverte que le sport. Tu sais, en sport, on est vraiment, puis moi, la première, puis les athlètes, quand on leur a dit c'est plus fréquent en sport que dans la société en général, les athlètes, ils ne sont pas vraiment en accord avec ça, là. Tu sais, fait que pour eux, puis pour moi, ça, c'en est un des indicateurs quand je disais, oui, il y a du travail à faire, mais on sent que ça évolue, que ça va mieux. Puis les athlètes aussi nous disent, c'est pas nécessairement pire en sport que dans la société. Alors, le sport tend à s'améliorer. On a une société ouverte quand même au Québec. Je suis contente d'être venue au monde ici et pas à bien d'autres places dans le monde. En fait, on pourrait faire une longue liste, là, mais... Alors... ensuite, là, ça, c'était vraiment de façon plus générale, dans quel contexte. Et là, on leur demandait, eux, leur expérience par rapport à LGBT-phobie. Alors, quelles expériences ils ont vécues. Et ce qui ressort, les athlètes hétéros, donc 122 hétéros, donc 30 de nos hétéros disent qu'ils ont vécu de la LGBT-phobie de rarement à quelques fois à souvent. Les athlètes LGB, 152 athlètes, donc 67 alors rarement, mais quelques fois et souvent, 43-10 Et quand on arrive, bon, évidemment, on a juste 9 trans qui ont répondu à cette question-là, fait 85 C'est pour ça que je mets toujours les chiffres, parce que j'ai ça, les stats. Tu peux faire dire n'importe quoi. Tu dis, hey, tu sais, 85 ouais, c'est parce qu'on était 3. Wow! Mais alors, c'est pour le mettre en perspective, mais quand même, je pense que ça démontre une certaine tendance par rapport au fait que les trans sont plus souvent victimes de LGBT-phobie, mais que notre discours qu'on dit tout le temps, ça touche tout le monde. Bien, oui, ça touche tout le monde. Et là, on n'est pas rendu, parce que je soupçonne, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'aller voir dans le détail, mais je soupçonne qu'il y a plus de gars ici que de filles, clairement, à mon avis. Je ne pense pas que je me trompe, mais ça, c'est dans la granulation, là, on s'en va vers là, mais on veut aussi pouvoir faire cette distinction-là entre les athlètes masculins et féminins. Êtes-vous prêts pour un petit pôle numéro 3? Ça, je vais aller l'ouvrir. Fais-tu ça avec tes groupes d'enseignement? Hey, oui, les étudiants aiment assez ça. C'est sûr. Et on prend des gageures en plus, qui aiment ça au bout. Alors, la prochaine question. Quelles sont les formes les plus fréquentes, d'après vous, de LGBT-phobie? Et là, vous avez deux choix.
Et quand on faisait des choix comme ça, on s'est basé sur la recherche précédente, qu'est-ce qui ressortait des études antérieures pour leur faire ce choix-là. Puis il y avait toujours l'option d'en rajouter, évidemment. OK, alors on retient insulte verbale, dénigrement, l'exclusion délibérée et la cyberintimidation, qui sont vos trois, mais on a un top 2 sur les insultes et l'exclusion. On va aller voir maintenant ce que nos athlètes ont à nous dire là-dessus. Alors, la première, les menaces verbales, c'est ce qui ressortait en premier de la part de nos athlètes. Le deuxième, cyberintimidation, et les athlètes nous ont dit que c'est vraiment de plus en plus un fléau, vraiment, parce que les gens sont anonymes puis ils peuvent bitcher, et les insultes verbales. Alors, il y a vraiment cette notion de menace qui va jusque là, les insultes, fif, tapette, machin, etc. Mais le premier, des menaces, carrément, suivi de la cyberintimidation et des insultes. Alors, c'est les trois formes les plus fréquentes que nos athlètes, dans cette étude-ci, ont présentées. L'autre question qu'on leur a demandé, c'est comment ils expliquent ça? Pour eux, comment ça se passe? Alors là, ce qu'on a demandé, qu'est-ce qui était très important et important? Alors, pour que ça se passe, ou dans le fond, que ça ne se passe pas, le rôle des coéquipiers, les médias sociaux, le type de sport et l'expression de genre, c'est vraiment ce qui ressortait en premier. Alors, par exemple, si j'ai des coéquipiers qui sont eux-mêmes homophobes, évidemment, ça fait juste encourager. Puis Dieu sait que quand on est en équipe, la minorité qui est loud pense toujours que tout le monde pense comme eux autres. Là, mais, alors, les coéquipiers font une grosse différence. Les médias sociaux, on n'est pas surpris avec ce qu'on vient d'avoir avec la cyberintimidation. Le type de sport. Alors, il y a des sports où, juste pour la culture du sport, les filles au hockey, c'est des lesbiennes. Fait qu'il y a des stéréotypes. Tous les gars en patinage artistique, c'est des tapettes. Fait qu'il y a des stéréotypes comme ça qui en rajoutent. Alors, on assume déjà en partant. Alors qu'il y a d'autres sports où, je ne sais pas, je fais du cross-country. Ça ne dérange pas vraiment personne. C'est comme neutre. Là, y a pas... Alors, le type de sport, ça, c'est une particularité qu'on voit dans les études en sport, qu'on ne voit pas ailleurs dans d'autres études. Et ça, c'est à explorer aussi davantage. L'expression de genre. Alors, c'est sûr que, typiquement, s'il y a de l'efféminement pour le gars ou si la fille est vraiment très agressive, très musclée, etc., puis comment j'exprime ma féminité, ma masculinité va contribuer à cette LGBT-phobie. Les amis, l'entraîneur. Alors, je pensais que l'entraîneur aurait un rôle plus important, mais à chaque fois qu'on pose des questions sur l'entraîneur, il est comme moins important que je pensais qu'il serait important. Mais ça m'interpelle un petit peu. Ça aussi, on va aller fouiller là-dedans éventuellement. Alors ça, c'est ce que les athlètes nous disent, comment eux, ils expliquent. Maintenant, on a demandé... Il y en a des athlètes qui nous ont dit « Moi, j'ai jamais vécu ça de LGBT-phobie. Là. Moi, c'est peace and love, tout va bien dans la vie, c'est Yahoo! » Fait que là, on a dit « Pourquoi tu penses que tu n'en as pas vécu, toi, de LGBT-phobie? » Fait que checkez bien la réponse. Parce que mon sport est ouvert, super. Athlète de haut niveau qui est out. Je suis un bon joueur. Fait que tout le monde se ferme la gueule. Tu sais, c'est comme c'est moi le scoreur de l'équipe. Guess what? You're welcome, whatever. I don't fit a stereotype. Fait que comme tu sais, dans le fond, je passe, je vais dire, inaperçu, j'ai l'air normal. Ça a sorti dans le discours. Puis là, personne ne le sait. Fait que tu dis, ah oui, moi, j'en ai pas vécu, c'est parce qu'il n'y a personne qui le sait que j'ai. Tu sais, c'est assez. On ne parle pas de notre vie privée. Ça, c'est ressorti, ça se peut pas que dans une équipe, on ne parle pas de notre vie privée. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Impossible, impossible. Alors, quand des athlètes disent on ne parle pas de notre vie privée, c'est comme un peu un échappatoire. Puis là aussi, pour moi, dans les entrevues, c'est là que ça va me permettre d'aller fouiller un petit peu plus. Et l'athlète que vous voyez en haut à droite, c'est Chris Ozer,
qui, female to male, lui dit, pas de problème, j'étais une fille avant. Fait qu'il n'y a personne qui est stressé, il n'y a personne qui pense que je vais être meilleure que les gars. Clairement pas, parce que j'étais une fille avant. Alors, ça, ce sont les raisons que les athlètes nous ont données par rapport au fait qu'ils n'avaient pas vécu de LGBT-phobie. Mais on voit que quand on creuse un petit peu, c'est pas parce qu'ils n'ont pas vécu que c'est positif. T'sais, si tu n'as pas vécu parce que tu es caché, c'est pas winner. C'est pas... ça fait déjà 42 minutes, mon affaire. Alors, on a demandé aussi aux athlètes, c'est quoi les bénéfices et les défis ou les problèmes par rapport au fait d'être out ou de ne pas être out? Qu'est-ce qu'ils voient? Et ce qui est ressorti de façon très, très claire, c'est que ça peut à la fois être un problème puis un bénéfice, c'est-à-dire que tu peux être accepté davantage comme tu peux être rejeté big time. Et c'est en fait cet aspect-là qui fait que les athlètes ne savent jamais, ils sont très conscients que c'est ça qui est en jeu. Ou bien je suis accepté ou bien je suis rejeté. Et cette dualité-là, acceptation-rejet, elle s'appliquait vraiment à 3 éléments importants. Leur famille, ça sortait en premier. Très peur du rejet de la famille, puis on peut le comprendre, dans leur équipe, puis dans le contexte sportif en général. Alors, dans mon sport, dans je ne sais pas, ça peut être dans le club, ça peut être, typiquement, c'était dans le club, d'être identifié comme l'athlète trans ou peu importe, mais c'était vraiment de dire autant les bénéfices sont vraiment autour de l'acceptation, puis les problèmes du coming out, c'est vraiment autour du rejet, avec ces 3 contextes-là. Ça ressortait très fort. Et l'autre élément qui est sorti, et je dirais vraiment très présent pour les trans, c'est le manque d'éducation. Ils disaient tout le monde est mêlé, tout le monde ne comprend rien, tout le monde mélange, tout le monde, tu sais, c'est... Fait que, entre autres, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est quoi, tu sais, si t'es trans, tu dois être gay, tu sais, on est tout mêlé. Fait qu'ils disent, les gens manquent vraiment d'information et d'éducation, ce qui fait qu'il y a toutes sortes de commentaires qui passent. Puis, entre autres, en sport, il y a vraiment aussi beaucoup de désinformation, surtout sur les athlètes trans, donc male to female, avec cette idée que nécessairement ces athlètes-là amènent un avantage indu à l'équipe pour laquelle ils vont jouer. Je sais qu'habituellement, j'essaie de garder mes diapos assez légères, assez light, mais je me suis permis d'avoir quelques citations. Puis là, malheureusement, ils sont beaucoup en anglais parce qu'on a eu beaucoup plus de répondants en anglais, mais j'ai essayé de sortir celles qui me frappaient un petit peu plus sur qu'est-ce qu'ils vivent nos athlètes. Alors, je vais vous laisser le temps de les lire. Et ça m'a étonné. Le Quidditch, là, il y a un tas d'athlètes qui jouent à ça, là, puis ils disent tous c'est le sport le plus merveilleux sur la Terre parce que c'est full open. Je ne savais même pas, là. Puis, d'ailleurs, j'achale beaucoup le responsable des sports à McGill parce que il y a du Quidditch à McGill, puis là, on rit bien avec ça, mais je disais hey, non, mais hey, c'est inclusif, ce sport-là, t'es mieux de garder ça. Alors... c'est le sport de Harry Potter. Oui, vraiment. Il y a vraiment des ligues de Quidditch, absolument. Là, ils ont un ballon entre les jambes, ils courent à terre, en tout cas. Ah oui, ils ont essayé de faire une version les 2 pieds à terre, là. Fait que la citation en français ici, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais, d'être très, très vigilant sur, OK, j'étudie vraiment qui est autour, qui a l'air ouvert, à qui je peux en parler. Puis là, quand je sens que, bon, là, je me sens assez solide, j'ai assez d'alliés, bien là, je vais plonger. Puis la dernière citation, c'en est une aussi qui est clairement sur male to female. Je pense que ça résume bien. Fait que pour moi, c'est vraiment un aspect important.
dans quelque chose qui était intéressant et qui était unique, c'est qu'on a demandé aux athlètes hétérosexuels, puis qu'est-ce que ça fait d'avoir des athlètes LGBT avec vous? Comment vous vivez ça? Et le niveau de confort, ça a été vraiment sans équivoque. Presque 100 des athlètes nous ont dit absolument confortable. Oui, j'ai des lesbiennes dans mon équipe, j'ai un gay, peu importe. Et vraiment là-dessus, les athlètes exprimaient un niveau de confort, mais ils disaient, là, on a de la misère encore. Alors, quand on arrive dans le vestiaire, quand on arrive prendre notre douche, on s'en va en tournoi, on partage notre chambre, quand la notion d'intimité, puis ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier au monde du sport. C'est tout le monde tout nu, là, c'est vraiment ça, là. Alors, dans les vestiaires, puis surtout quand on arrive au niveau collégial universitaire, tu sais, le vestiaire là, de l'équipe il est ouvert, là, tu sais, tout le monde, tu n'as pas de petit coin à toi là, avec un petit rideau, là, tout le monde est tout nu, là. Alors, cette proximité-là aussi rend la dynamique d'équipe un petit peu plus difficile. Puis là, on voit aussi une citation. Fait que là, je trouvais ça intéressant de dire, oui, on est super confortable, mais quand on le met dans des situations, là, ça ressort. Puis là, bien, on a une athlète, effectivement, lesbienne qui dit j'ai peur qu'il soit plus confortable avec moi, puis que ça... Puis moi, il y a 30 ans, c'était ça. Puis là, je dis, 30 ans plus tard, tu sais, c'est encore là, mais c'est présent. Finalement, les deux dernières diapos, on a demandé aux athlètes LGBT leur perception sur leur degré d'ouverture sur leur coach, leur coéquipier et le service des activités sportives, donc le service des sports de leur collège, de leur université. Alors, sans surprise, ici, ils nous disent, bien, ils ne savent pas trop. Là, 31 ils ne savent pas, sont-ils ouverts, sont pas ouverts, on ne sait pas trop. Mais c'est quand même très ouvert. Alors, on voit pour les coéquipiers, très ouvert. Quand on arrive à fermer, très fermé, les pourcentages sont faibles, mais il y en a encore. Puis moi, j'ai mis ma flèche, là. Je suis étonnée que, comme athlète, tu ne sois pas capable de dire, tu ne sais pas si ton coach est ouvert ou fermé. Ça m'a un petit peu surpris. Tu sais, me semble que tu le sais. Mais là, ça a l'air qu'il y en a qui ne savent pas. Fait que peut-être que le coach a un discours qui est ambigu ou qu'on ne sait pas trop, il est ouvert, il n'est pas ouvert. Je ne sais pas comment interpréter, mais ce chiffre-là m'a surpris. Mais sinon, ça ressort aussi de la perception des athlètes eux-mêmes LGBT disent oui, je sens que mes coachs, mes coéquipiers, puis le service des sports ont une certaine ouverture. Et ensuite, on leur a demandé la fréquence des remarques homophobes ou de qui ça vient principalement. Et là, quand on a demandé est-ce que c'est dans le sport scolaire, le sport récréatif. Donc, le sport scolaire, parce qu'on est dans un contexte éducatif encadré versus le sport récréatif. Ça peut être une ligue dans mon village que je joue communautaire, puis les règles sont moins... Il y a moins de balises, disons. Éducation physique. Le cours d'éducation physique. Alors, quelquefois, souvent, là, 63 %. Fait que l'éducation physique, là, c'est un problème. Et j'ai volontairement posé la question parce que moi, je fais quelque chose avec l'éducation physique et avec Mona, fait qu'on a besoin de nos chiffres, on en a des chiffres. Les parents, alors les parents un peu, puis les spectateurs, là, on voit quelquefois souvent, fait que dans les estrades aussi, puis il y en a des athlètes qui nous disaient, ils sont criés toutes sortes de noms, là, tu sais, ils se font... parce qu'on sait que dans cette équipe-là, il y a deux féfines, puis dans ça, il y a le gay qui est là, puis le gay de service, machin. Fait qu'ils se font... Fait que les spectateurs jouent un rôle par rapport aux expériences de LGBT-phobie en sport, et ça, c'était surprenant un petit peu. Mais tu sais, des fois, tu t'assis dans les estrades, puis ce que tu entends, là, mais fait que ça en rajoute une couche. Alors là, on a demandé aux athlètes, ouais, là, il y a encore du travail à faire, clairement. Puis qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Encore là, on avait des choix de réponses basés sur les études antérieures et ce qu'on connaissait. Et les athlètes nous ont dit, en premier, c'est vraiment, tu sais, quand on disait qu'il n'y a pas d'éducation, pas d'information, fait que le premier point, là, il faut que dès l'école, que les jeunes le savent, que les coachs aient de la formation absolument, puis les parents aussi, parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des parents maintenant, entre autres avec les athlètes trans, qui disent
pas vrai que ce gars-là va jouer avec ma fille, là, dans l'équipe de filles, là. Alors là, ça amène aussi les parents qui embarquent dans le discours. Alors, il y a vraiment... les athlètes nous ont dit, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut informer. Le deuxième, c'est vraiment carrément par rapport aux organismes de sport. Il faut qu'il y ait des politiques et des règles extrêmement explicites et claires anti-homophobes. Tu sais, c'est pas... On ne te laisse pas le choix, là. Tu sais, ton financement, il est lié à ça, là. Je veux dire, il n'y a même pas de zone grise, là. Tu sais, il n'y en a pas de... On veut vraiment s'assurer que toutes les organisations sportives embarquent, mais pas non seulement embarquent, mais reconnaissent leurs responsabilités. Parce que ce sont nos organisations sportives qui gèrent les ligues, qui offrent les formations d'entraîneurs. Ça part des organismes sportifs. Et finalement, qu'il y ait des athlètes hétéros qui prennent la parole publiquement, ils nous ont dit ça aide. Alors, non seulement, précédemment, on disait que c'est le fun quand dans mon sport, j'ai une athlète qui est out. Ça me rassure, puis je dis, ah, bien, c'est possible, puis ça se peut. Mais c'est donc bien le fun quand c'est pas toujours nous autres qu'il faut qu'ils se battent, comme quand un homme va parler sur la violence faite aux femmes, que ce soit toujours une affaire de bonnes femmes, puis que là, ce ne soit pas toujours une affaire de LGBT, mais de dire si ça touche tout le monde, puis de dire c'est donc bien le fun quand on a aussi des hétérosexuels qui, même entre autres, il en parlait dans les données qui ressortaient, c'est qu'on leur demandait, quand il arrive un événement LGBT-phobe, là, qu'est-ce qui se passe? C'est presque 30 du temps que les athlètes disaient il n'y a personne qui est intervenu, là. Il s'est passé rien. Il n'y a personne qui a fait quelque chose. Des fois, ils disaient moi, je suis intervenu. Très rarement le coach. C'était comme peut-être 10-12 que c'est le coach qui intervenait. Mais sinon, il n'y a personne qui intervenait. Fait que ça, tu sais, à un moment donné, si toi, tu n'es pas encore, tu n'as pas fait ton coming out, puis il y a plein de jokes et tapettes, bien, c'est peut-être pas toi qui va dire hey, les gars, vos gueules, là. Parce que là, tu dis, mon Dieu, ils vont penser que je suis gay. Fait que il y a toute cette dynamique-là. Fait que c'est le lien. Fait que j'imagine que via la chaire, on pourra le plugger à quelque part, les deux liens pour le questionnaire en français et en anglais. Et ça prend vraiment un maximum 15 minutes à compléter. Alors, on pourra en faire la promotion. Et je vous remercie.